Je n'aurais jamais imaginé que ma vie serait si vide après avoir construit ce qui semblait être la vie parfaite. 10 ans de mariage, vivant dans une belle maison, mariée à un homme qui m'offrait tout, sauf une chose. Je n'aurais jamais pensé que tant de choses me manqueraient, la proximité. Marc n'était pas cruel. Il n'était pas infidèle. Il était parti, même lorsqu'il était assis juste à côté de moi. Sa carrière le consumait. Nos conversations se réduisaient à des mises à jour d'agenda et des rappels. Il demandait si les factures étaient payées, si le dîner était prêt, si j'allais promener le chien. Mais pas une seule fois il ne m'a demandé comment j'allais vraiment. J'ai arrêté de m'attendre à de l'affection et je me suis convaincue que l'amour évolue avec le temps, que c'était normal. Puis, Ethan a emménagé. Le fils de Marc, issu de son premier mariage, Ethan avait 20 ans et entrait en première année dans une université voisine. Je m'attendais à de la gêne, de la distance, mais à la place, il y avait de la chaleur. Il m'a accueilli. Moi, chaque matin, avec un sourire, il me demandait comment s'était passée ma journée. Il se souvenait de choses que j'avais dites. La première fois qu'il avait remarqué ma coupe de cheveux, j'avais presque pleuré. Marc n'avait pas dit un mot. Et Ethan, lui, avait dit ça. « Tu es superbe », avait-il dit avec désinvolture. En passant devant moi dans la cuisine, j'ai ri, mais ma poitrine s'est serrée comme je ne l'avais pas ressenti depuis des années. Il m'aidait à faire la vaisselle sans qu'on le lui demande. Il s'est même assis avec moi pendant que je pliais le linge. Des petites choses qui n'auraient pas dû avoir d'importance, mais qui en avaient. Et quand Marc rentrait tard en marmonnant une excuse sans même saluer Ethan ou moi, je me surprenais à rester éveillée juste pour discuter avec son fils. Ça a l'air terrible, je sais, mais ce n'était rien à l'époque, juste une conversation, juste une connexion. Du moins, je me disais que j'avais hâte d'entendre la porte s'ouvrir après ses cours. J'ai remarqué quand il s'est rasé, habillé plus bien que d'habitude, et je me détestais pour ça. Je n'arrêtais pas de me dire qu'il était juste gentil, que je me sentais juste seule, que c'était inoffensif, mais ce n'était pas inoffensif parce que quelque chose avait changé. Pas en lui, il était juste lui-même. C'était moi que j'avais commencé à désirer. Ces quelques instants d'attention plus que je voulais l'admettre me faisaient me sentir vivante d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis les premiers jours avec Marc. Je ne voulais pas être cette femme qui confond la gentillesse d'un jeune homme avec autre chose. Je ne voulais pas trahir mon mari, mais j'étais là, à regarder Ethan sourire à quelque chose de stupide. J'ai dit quelque chose et j'ai senti fondre quelque chose qui était figé depuis des années. Je n'aurais jamais imaginé qu'une telle connexion pourrait arriver par accident. Mais peut-être que ce n'était pas un accident. Peut-être que c'était inévitable quand quelqu'un a soif d'affection et que quelqu'un d'autre l'offre sans même essayer. Je n'avais rien fait de mal, pas encore, mais je me sentais au bord du gouffre et ce bord semblait terriblement proche. J'ai commencé à remarquer la façon dont Ethan me regardait. Pas de manière inappropriée, pas de manière évidente, mais avec une curiosité persistante. Il posait des questions auxquelles personne d'autre ne se souciait. Il se souvenait de certaines choses, suivait, écoutait, et je répondais peut-être trop. J'ai commencé à lui laisser le dîner quand Marc travaillait tard. On s'asseyait l'un en face de l'autre et on discutait. C'était innocent. Je me le disais tous les jours, mais quelque chose de subtil avait changé. Il s'est confié sur son enfance, comment sa mère s'était remariée rapidement après le divorce, comment il ne s'était jamais vraiment senti à sa place, nulle part. J'ai vu la douleur en lui, le désir de se sentir en sécurité, compris. Et quelque part dans cet espace, entre sa vulnérabilité et ma solitude, quelque chose de dangereux a commencé à prendre forme. Il n'y a pas eu de grands moments, pas de drame, pas de confession, juste des petites choses tranquilles. La façon dont nos genoux se frôlaient sous la table et aucun de nous ne bougeait. Le silence qui suivait certains regards, la façon dont mon cœur a commencé à réagir à sa présence avant que mon esprit ne puisse me rattraper. J'ai arrêté de porter mon jogging habituel. À la maison, je me suis dit que c'était juste pour moi. J'ai commencé à me coiffer. Avant son retour, c'était plus difficile à justifier. Marc ne l'a pas remarqué. Il était englouti par des réunions et des voyages d'affaires. Je le voyais à peine. Ethan était le seul à remarquer que j'étais toujours là, toujours une femme, toujours quelqu'un qui méritait qu'on s'y intéresse.
Un soir, j'ai ri de quelque chose. Et Ethan a dit, je ne t'avais pas entendu rire depuis des années. Je me suis surprise à voir la façon dont il m'a regardée et à ressentir cette soudaine bouffée de danger. Pas encore d'amour, mais c'était la reconnaissance que nous ressentions tous les deux, quelque chose dont nous n'aurions pas dû essayer de nous retirer. Je me suis couchée tôt, j'ai arrêté de me réveiller, mais ça n'a fait qu'empirer les choses. Le silence entre nous est devenu plus fort que les mots. L'absence de ces petits moments m'en a donné encore plus envie. Je n'arrêtais pas de me dire que nous n'avions rien fait de mal, mais émotionnellement, j'avais déjà dépassé les bornes. J'ai pensé à lui en m'habillant. J'ai souri en voyant son nom apparaître sur mon téléphone. J'ai attendu le bruit de sa voiture dans l'allée comme une adolescente qui a le béguin. Je détestais ça, mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'avais l'impression que quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur dont j'ignorais l'existence. Le pire, c'était à quel point tout cela était naturel. On avait l'impression que nous étions lentement attirés l'un vers l'autre par la gravité, et non par un choix. Et c'était peut-être le plus effrayant, non pas que je tombais amoureuse de quelqu'un que je n'aurais pas dû, mais que je ne me sentais pas forcée. C'était facile, confortable, comme si j'avais retenu mon souffle depuis des années et que j'expirais enfin. Je savais dans quelle direction cela allait. Je savais aussi que je ne faisais rien pour l'arrêter. C'est arrivé lors d'une nuit qui n'aurait dû rien signifier. Il n'y avait aucun plan, aucune intention, juste un autre moment qui s'est intensifié parce que tout ce qui n'avait pas été dit entre nous s'était accumulé depuis trop longtemps. Il se tenait trop près. Je n'ai pas bougé. Son regard a croisé le mien et je n'ai pas cligné des yeux. J'aurais dû me détourner. Je ne l'ai pas fait. Le baiser est arrivé si vite. J'avais l'impression qu'il appartenait à quelqu'un d'autre. Et quand je me suis retirée, le cœur battant, la culpabilité s'installait déjà dans ma poitrine. Il a murmuré qu'il était désolé, mais je ne l'étais pas tout à fait. J'ai essayé de faire comme si c'était une erreur, un baiser né de la confusion, de l'émotion, de l'excuse dont j'avais besoin. Mais le lendemain, lorsqu'il m'a regardé de l'autre côté de la pièce, tout avait changé. Nous n'en avons pas parlé, mais nous n'en avions pas besoin. L'énergie entre nous était différente. Je le sentais dans mon ventre, la façon dont j'évitais son regard, mais je le sentais quand même brûlant sur moi. Cette nuit-là, je n'ai pas résisté. Quand il a touché ma main, je ne me suis pas retirée. Quand il s'est penché à nouveau, je n'ai pas dit non. La deuxième fois, je n'étais pas pressée. C'était silencieux, hésitant, mais plein de tout ce que nous avions retenu. Mon esprit me hurlait que c'était mal, qu'il soit trop jeune, que je sois mariée à son père. Mais rien de tout cela ne m'a arrêté. Je ne pensais pas à Marc, je ne pensais pas aux conséquences. Je pensais aux temps écoulés depuis que personne ne m'avait touché comme si j'avais de l'importance, depuis que je me sentais désirée, depuis que je me sentais vue. Après, je me suis assise dans le noir, enveloppée d'un drap de silence et de honte. Ethan a tendu la main sans rien dire, et pendant un instant, j'ai voulu que le temps s'arrête, mais le deuil vient toujours et, avec lui, est venue la réalité. J'ai évité Marc comme une lâche. Chaque mot que je prononçais semblait faux. Chaque contact était une trahison. Mais ce qui m'effrayait le plus, c'était la facilité avec laquelle je continuais. Je pensais que la culpabilité serait suffisante pour tout arrêter. Ce n'était pas le cas. Nous sommes tombés dans quelque chose que nous ne pouvions pas nommer. Nous ne nous faufilions pas. Nous ne planifions pas d'avenir. Nous étions juste perdus dans les moments que nous avions. Je n'arrêtais pas de me justifier en me rappelant à quel point mon mariage était mort émotionnellement. Comment j'avais supplié Marc pour avoir son attention jusqu'à ce que j'abandonne. Mais la justification ne réglait pas les choses. Je savais que je trahissais plus qu'un homme. Je trahissais une promesse, un foyer, une ligne que je n'aurais jamais dû franchir. Pourtant, je n'ai pas arrêté. Je n'y arrivais pas. Il y avait quelque chose d'enivrant à être avec quelqu'un qui me regardait comme si j'avais de l'importance, pas pour ce que j'avais fait ou la façon dont je l'avais soutenu, mais pour qui j'étais quand j'avais laissé tomber le masque. Ethan m'a donné ça sans même essayer. Et plus j'essayais de me sentir coupable, plus je ressentais ce vide. J'avais accepté depuis si longtemps d'avoir franchi une ligne, et chaque jour qui passait, je m'éloignais de la vie que j'avais menée. Je sais que ça ne s'est pas dénoué avec une confrontation dramatique.
C'était subtil comme tout ce qui avait mené à ça. Marc a trouvé un texte. Rien d'explicite, juste une ligne de étang, tu me manques hier soir. C'est tout ce qu'il a fallu. Le silence qui a suivi était plus fort que n'importe quel cri. Il n'a pas posé de questions. Il n'a pas accusé. Il m'a juste regardé avec des yeux que j'ai à peine reconnus. Froid, distant, blessé. J'ai ouvert la bouche pour expliquer, pour nier, mais ça ne servait à rien. Il savait. Peut-être qu'il savait que quelque chose n'allait pas depuis des semaines et qu'il avait choisi de ne pas le voir. Ethan est parti le jour même. Il n'a pas dit au revoir. Je ne le blâme pas. Il était jeune, confus, entraîné dans quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal, mais je l'ai fait. Tout comme j'ai fait du mal à Marc, tout comme je me suis fait du mal. Je me suis retrouvée au milieu de la maison que nous avons construite et j'ai réalisé à quelle vitesse tout peut disparaître quand la confiance est brisée. Le pire n'était pas la colère, c'était l'absence. Marc n'a pas crié. Il ne m'a pas supplié de rester ni mise à la porte. Il s'est simplement détaché comme il l'avait toujours fait. Mais cette fois, pour de bon. Les jours qui ont suivi étaient flous. Je continuais à faire semblant, faisant comme si la vie n'avait pas changé, faisant comme si la douleur dans ma poitrine n'était pas insupportable. Les gens ne parlent pas de la solitude que peut engendrer la culpabilité. Elle isole, ronge chaque moment de paix. Je voulais haïr Ethan et lui reprocher d'avoir dépassé les bornes, de ne pas être parti quand il aurait dû, mais je ne pouvais pas, car j'étais l'adulte. J'étais mariée, j'avais le choix et je l'ai fait encore et encore. Je ne lui ai pas tendu la main. Je n'ai pas couru après Marc. J'ai subi les conséquences comme je le devais. Il n'y avait pas de rédemption, pas de seconde chance au coin, juste la réalité de ce que j'avais fait et le silence qui a suivi. J'ai perdu un mariage non seulement à cause de cette liaison, mais parce que j'ai arrêté de me battre pour lui.